Et quand les gens rient, ben, c'est aussi salutaire pour moi parce que j'ai l'impression qu'on peut faire passer des petites choses et sans se prendre au sérieux. Il y a un grand sérieux dans la légèreté, en fait. Hmm. Can she be late for her Pardonnez-moi dinner? d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Cette semaine, l'équipe de TCS est très heureuse de recevoir la réalisatrice de La Poupée, Sophie Beaulieu. Bonjour Sophie, comment vous allez ? Bonjour, ça va, très bien. Merci. Alors, votre long métrage, Sophie Beaulieu, est votre premier film en salle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours en tant que jeune réalisatrice ? Il me semble que vous n'étiez pas prédestinée à la réalisation à la base. Hein. Non, et d'ailleurs, je suis pas si jeune. Ah, ça En va. fait, ça va encore. En fait, j'ai toujours eu envie de faire de la mise en scène. J'ai écrit des choses, j'ai même joué dans des petits spectacles. J'avais un duo comique avec une amie. On a fait des choses bien, des choses moins bien, des choses créatives et un peu engagées. Mais en fait, moi j'ai été élevée dans un milieu où on fait pas de cinéma, on fait pas de, enfin, c'est pas un métier pour nous. Enfin, Hmm. c'est compliqué d'y accéder. Et surtout, j'avais un père qui m'a dit fais des études d'abord. Et j'ai fait des études. Et du coup, après, quand on fait des études, on est pris dans le truc. Et après, il faut gagner de l'argent, etc. Donc, j'ai été prof. Et j'ai trouvé que c'était un très beau métier, mais un métier de vocation. Et c'était pas la mienne. Surtout, c'est un métier qui prend beaucoup d'espace. J'avais pas de place pour l'artistique à côté. Je sentais ça. Et du coup, après, j'ai fait plein de trucs sympas pour gagner ma vie. Vendeuse, des choses comme ça. Voilà. Bon. Et puis, par hasard, j'ai fait un court-métrage avec des gens super, dont un garçon qui s'appelle Vittorio Bettini. Et ensuite, un autre court-métrage. Là aussi, j'ai été suivie par un super chef-op qui s'appelle Pierre Dejon, et puis un autre court-métrage, et puis d'autres courts-métrages, et de fil en aiguille, je suis rentrée à la FEMIS en atelier de scénario, et j'ai écrit La Poupée dans le cadre de la FEMIS, c'est-à-dire surveillée par un tuteur un peu sévère, et on nous apprend une certaine méthode du scénario, et je suis sortie de la FEMIS, et j'ai réussi à faire la Poupée. Voilà. Et j'ai lu aussi que c'est un livre sur Tarantino aussi qui vous a Ah donné oui, envie de faire du cinéma. oui, en fait, ça, c'est l'anecdote, c'est que je ne sais pas pourquoi j'étais dans un jardin, j'attendais quelqu'un et je lisais la biographie de Tarantino et puis il y avait un lapin dans ce jardin, enfin bref. Et du coup, en lisant cette biographie, je me suis dit, bon, bref, j'ai envie d'écrire un film avec un stage de méditation où tout le monde serait obligé de parler anglais et qui dégénérerait. Voilà. Et c'est comme ça que est né mon premier court-métrage. C'est comme si, je sais pas, ça m'avait donné une idée, une envie un peu, une comédie un peu absurde. Voilà, c'est vrai que c'est en lisant, mais parce que Quentin Tarantino, c'est tellement fou ce qu'il fait, c'est tellement, c'est ça, je sais pas comment expliquer, comme on dit, ça fait du bien à un endroit. J'ai l'impression que c'est galvanisant. Voilà, c'est Ouais, galvanisant. Du coup, oui, oui. j'ai dû me sentir galvanisée. Je me suis dit, tiens, j'ai écrit un court-métrage. Et voilà. Bah, c'est vrai qu'il y a une envie de cinéma quand on voit ces films, Exactement. Ouais. ça Ouais. explose dans tous les sens du terme. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit cours, après un petit cours, et puis bon, voilà, je viens de faire un petit long. Et ouais. Alors, vous l'avez dit, le film, il a été initié à l'atelier d'écriture de la FEMIS. Et alors, comment s'est passée l'expérience ? Donc, le tuteur était dur, c'est ça ? En fait, au début, moi, comme mes courts-métrages, je les ai vécus comme un laboratoire un peu d'exploration. Moi, je viens pas j'ai pas fait d'école de cinéma et d'ailleurs, je continue à apprendre. J'ai voulu trouver une identité, un univers à moi, quoi. Mais une fois que je suis arrivée à la FEMIS, on nous apprend plutôt une méthode. Et donc au début, on a l'impression qu'on va être brimé Mm. dans notre univers ou dans notre manière de nous exprimer. Moi, je ressentais ça assez fort. J'ai l'impression d'être un peu incomprise. Et en fait, je crois faut la travailler ensuite. Et j'ai encore du travail et tout, mais je pense qu'on peut trouver une liberté dans la méthode. C'est ce qui m'est arrivé. En plus, moi, je voulais faire une comédie sentimentale. Et bon, on sait que ça va bien se terminer. Et il y a quand même des choses un peu conventionnelles à mettre en place d'un point de vue dramaturgique.
Après, on peut s'en affranchir, mais bon, moi, je m'en suis servi pour essayer de trouver une liberté à l'intérieur de ça. Donc, et le prof vous dit jamais ce que vous devez faire. Il vous dit juste que ça va pas. Et après, il donne des cours de scénario, des cours globaux sur le scénario, quoi. Ouais, je comprends ce côté d'être brimé quand on est Ouais. dans une école et tout. On a cette impression-là, ouais, jouer avec les contraintes, Ouais. c'est pas souvent évident, quoi. Mais après, peut-être qu'un jour, après, avec l'expérience et tout, moi, je pense que c'est important de passer par la méthode. Mais en fait, moi, dans mes études, j'ai ressenti ça quand on m'apprenait à faire une dissertation. J'avais De envie faire de l'inverse. bah ouais, non, mais ça, mais qu'est-ce que c'est que ce traquenard? Mais en fait, je pense vraiment que ça n'existe pas pour rien. Ça veut pas dire que ça Mm. doit être limitant. Et une fois cette méthode posée qui finalement donne accès à des choses, en tout cas à une structuration de la pensée et tout ça, et ben derrière, une fois que c'est un peu calé ça, je pense qu'on peut s'en affranchir. Après, il y a plein de biais différents, mais quitte à faire une école et avoir une méthode, autant qu'on s'en sert pour y gagner, quoi. Voilà. Ben, on parle de scénario, donc parlons du postulat de départ de la poupée. Alors, c'est une poupée qui devient vivante. Comment elle est venue, cette idée? Alors l'idée, elle est venue un jour où je regardais un reportage à la télévision sur des hommes qui vivent avec une poupée femme et donc ils vivent un quotidien tout à fait ordinaire, assez conventionnel. Et ils expliquaient aux journalistes qu'ils étaient un peu tristes de devoir vivre cachés avec leur femme parce que pour eux, c'était un véritable amour et une très belle relation. Relation, hein. Le mot, je l'ai beaucoup dit ça parce que c'est drôle. Une relation avec une poupée. Et c'était une belle relation parce qu'ils se disputaient jamais, bien sûr. Ils étaient Oui, d'accord une sur tout. relation à sens unique. Voilà, une relation à sens unique. Et du coup, ça m'a donné envie de donner la parole à la poupée, un peu comme le mythe de Pygmalion où la statue devient vivante. Et là, on lui a jamais vraiment demandé son avis. Donc, je voulais qu'elle participe et qu'elle arrive dans la vie de Rémi pour un peu bousculer, évidemment, ses schémas, le sortir de la solitude, mais aussi de comportement, d'attente. Comme il est un peu inadapté, Rémi, l'idée, c'était pas tant de le rendre adapté que de le rendre plus présent au monde, à la vie, et peut-être que enfin, comment dire, amorcer une remise en question qui fait que bah, la remise en question des hommes, c'est important pour les femmes Mm. et pour les hommes. Voilà. Et d'ailleurs, quand on parle de poupée à taille humaine, là. On parle pas de petites poupées de chiffon. Non, bien sûr, mais Ouais. c'est parce que c'est vraiment des femmes des poupées qui ressemblent, Ouais. des poupées qui ressemblent vraiment à des femmes. Bon, après, là, je crois qu'en réalité, c'est quand même assez fragile, Mm. mais ça existe. Et puis, Je peux pas vous dire sur ça. Je peux pas vous dire. je vous le dis, moi. Je vous le dis que ça existe, mais en revanche, ce qui m'intéressait, c'est l'idée même de considérer qu'on puisse vivre avec une poupée femme et en être amoureux. C'est-à-dire que ils étaient touchants, hein, ces hommes, hein. De toute façon, moi, j'ai pas voulu faire un film avec une leçon de morale Ouais. ou je sais pas, un truc didactique, c'est léger, mais quand même, le constat est là, c'est que il existe des hommes qui tombent amoureux de poupées et c'est une forme de détresse, mais ça raconte aussi des choses sur le monde. C'est-à-dire, c'est carrément la femme objet littérale. Donc voilà. Et ensuite, quand elle devient vivante, c'est pareil. Je voulais pas que ce soit didactique. Je voulais que ça reste très ancré dans le quotidien. C'est pour ça que c'est très simple et elle parle de trucs très organiques, le rapport au corps, à l'intimité, et puis deux trois schémas sur deux trois trucs sur les schémas liés à l'apparence physique des femmes. C'était ça l'idée. Mais tout ça dans une vie quotidienne. Voilà. Bah oui, et surtout, à partir de cette idée de départ, donc la poupée qui devient vivante, on pourra aller dans des styles et des tonalités complètement différents. Vous avez fait le choix de la comédie. Qu'est-ce qui fait que donc vous avez choisi la comédie? Je crois que c'est un peu c'est un moyen d'expression dont je me sens proche, parce que c'est quand même une mise à distance. Et c'est presque un moyen de survie, quoi. C'est-à-dire, c'est une mise à distance qui fait du bien, qui est un peu salutaire pour moi dans l'écriture. Et quand les gens rient, c'est aussi salutaire pour moi parce que j'ai l'impression qu'on peut faire passer des petites choses et sans se prendre au sérieux. Il y a il y a un grand sérieux dans la légèreté, en fait. Après, par exemple, je pense que si je devais écrire
quelque chose de dramatique, ça m'arrivera peut-être, mais là, j'ai l'impression d'être dans une forme d'hypersensibilité qui fait que j'arriverai pas. C'est un peu un réflexe que j'ai de prendre du recul par l'humour. Après, c'est reçu comme tel, c'est génial, ça fait rire, c'est génial, on passe à côté, ça fait partie du jeu. Je sais pas comment dire, c'est pas grave, mais en tout cas, moi, c'est mon moyen d'expression. Mm. Ça me fait du bien, je crois qu'en fait, ça, ça, ça m'aide et puis ça me fait relativiser et puis ça raconte aussi quelque chose. Pour moi, c'est bateau ce que je veux dire, mais c'est quand même la tendresse que j'éprouve pour les humains. Mm. Voilà. Je crois que j'ai envie de rire avec eux plutôt que de rire d'eux. Et quand j'écris ces personnages-là, on pourrait penser qu'on se moque ou il y a pas de moquerie. Il y a des stéréotypes, mais les stéréotypes, ils existent, il faut les dépasser. On peut en rire aussi. Et quand je les écris, ces personnages et leurs répliques, bah, je les aime parce qu'ils sont drôles. Voilà. Parce qu'ils me font rire dans leur comportement. On parlait également donc de méthode d'écriture. Le scénario du film, il est construit sur une base assez classique de comédie romantique, mais il évite en même temps quelques écueils du genre. Je pense au triangle amoureux, par exemple, avec des personnages qui seraient jaloux entre eux. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette construction? Oui, oui, bah, la construction, elle est hyper classique, c'est sûr. Et j'ai essayé justement, bah, ça rejoint ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire y trouver une liberté. Donc il y avait des choses sur lesquelles je voulais pas déroger. Bon, bah évidemment, alors plusieurs choses. Par exemple, je me sers quand même du personnage masculin, que j'adore, mais pour mettre en avant les personnages féminins autour de lui. Parce que Mm. souvent dans la comédie romantique, moi je dirais que les femmes servent la soupe à l'humour Ouais. des hommes. Autrement. Et la deuxième chose, et vous l'avez souligné, c'était la rivalité. Je ne dis pas que la rivalité entre les femmes n'existe pas, et je crois qu'elle existe très fortement, mais il y a plein d'autres choses qui se passent entre les femmes, qui sont très belles et qui n'ont rien à voir avec la rivalité. Et du coup, je me suis dit, ben, à pas montrer la rivalité, ben, elle n'existe pas. Voilà, je fais fi de ça. Donc voilà, c'était un peu un engagement que j'avais envie Euh, d'avoir. pour, Et pour- bah, pourquoi cette poupée? Je vois pas pourquoi, par définition, déjà, bon, la fille qui devient vivante et bon, qui va aux toilettes, qui pose des questions sur Mm. l'apparence physique, qui pose des questions aussi sur sa vocation à être. C'est pas évident d'être assignée à la maison, comme si elle racontait toute une histoire en fait qu'on a derrière nous. Mais il y a aussi ça. Je vois pas pourquoi. Ben, c'est aussi une construction sociale cette jalousie. C'est une construction sociale autour des hommes, comme il y a une histoire ouais, de rivalité pour avoir un homme. Et donc là, je me suis dit, bon, bah non, elle a pas ça. Elle est d'emblée plus libre que ça dans sa tête. Voilà. Et effectivement, et vous le disiez là juste à l'instant, vous posez un regard assez mordant mais assez juste sur la place des femmes, que ce soit en tant qu'épouse, mère, sœur et même au travail avec le personnage de Patricia joué par Cécile de France qui arrive dans un bureau 100% masculin. Et ces thématiques, voilà, elles sont vraiment disséminées en filigrane. Pourtant, on suit donc le point de vue d'un personnage masculin, celui de Vincent Macaigne. Et donc, est-ce qu'il y avait aussi des difficultés à faire cohabiter ce personnage principal avec ces thèmes qui paraissent, à première vue, hein, bien évidemment, plus lointains? Alors en fait, j'ai suivi le parcours dit émotionnel de Rémi, parce que bah, ça faisait partie de la méthode de suivre un point de vue. Je me suis interrogée si je devais suivre celui-là ou par exemple celui d'Audrey. Mais comme j'avais envie de pointer du doigt certains schémas, pour le coup, de mon personnage masculin et que lui-même se rende compte qu'il faudrait les changer, qu'il y a un rapport au monde qui peut être un tout petit peu déplacé, bah, je suis restée avec lui, mais tous et toutes ceux et celles qui gravitent autour de lui euh, devaient exister vraiment, c'est-à-dire raconter aussi quelque chose et aussi avec leurs contradictions. Parce qu'en fait, les femmes autour de Rémi, bon, bah, Patricia, c'est un peu une sorte d'idéal féminin parce qu'elle est un peu à côté de la plaque en termes d'injonction esthétique, féminine. Elle fait du parapente. Elle est parapente, hein, c'est juste que c'est un symbole de liberté, un truc d'oiseau. Voilà.
Et puis, voilà, les autres, bah, Audrey, c'est un peu l'histoire simplifiée, raccourcie de l'émancipation de la femme au foyer, quoi. Qui se dit, mais attendez, là, ça va pas, j'ai pas, ça peut pas être une vocation pour moi. Ça peut toujours être une vocation, mais c'est pas l'idée. Et puis, la mère, qui, elle, appartient, encore une fois, à une autre génération, très dans le regard de l'autre, évidemment, très dans la plastique, dans la vision de la femme parfaite, etc. Et puis Domi, pour moi, c'est la vision du futur. C'était ça. Le personnage normal et progressiste, c'est Domi. Voilà. Et la critique aussi donc de la culture de l'entreprise Ah qui est à oui. l'intérieur de votre film, elle m'a fait beaucoup penser à une autre comédie sortie récemment, Alter Ego avec Laurent Lafitte. Est-ce que vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis pas allée au cinéma un petit peu, Ouais, je me doute. à part pour un film américain, mais parce que sinon j'ai peur de faire n'importe quoi, me comparer, ou en plus ce genre de film, j'imagine que j'allais me comparer, donc j'ai pas allé, non. Mais alors après, l'univers du bureau, j'ai toujours j'écris des films, il y a toujours quelque chose avec le bureau parce que je suis fascinée par l'univers des collègues, la répétition, la camaraderie. Là aussi, j'éprouve de la tendresse pour cet univers, avec là aussi des petites choses en fonction de ce qu'on vend, tout ça, et on se rend pas vraiment compte aussi, on fait le taf, quoi. Voilà. Donc, je voulais apporter une petite, pareil, pointer du doigt le fait de vendre du faux gazon dans le Jura. Pourquoi pas, mais on peut aussi se dire qu'il y a une petite chose un peu absurde. Voilà. C'était le moyen d'avoir un peu tout un monde artificiel. Donc, la poupée, le gazon synthétique, ils vont faire du team building sur un endroit où il n'y a que du plastique. Voilà, et pourquoi pas. Mais voilà, c'était de montrer qu'on est quand même, par moment, on a une tendance, et je crois que c'est sûr et certain, à s'éloigner du vivant. Oui, oui. C'est très Voilà. actuel finalement là. Tout ce que vous dites, tout ce qui est montré dans le film, c'est des choses qui peuvent vraiment exister. Bah oui, en fait, ça existe. Alors, on parle beaucoup d'absurde, mais moi, je dis, ok, c'est absurde parce qu'il y a un petit décalage. Puis, comme c'est ramassé sur un film, on a l'impression que c'est un peu excessif. Mais en fait, c'est une réalité, tout ça. Je crois qu'on a du mal par moments, on a du mal à se reconnecter au vivant, même à la nature et tout. Mais ça paraît bateau, mais c'est vite là, hein. Le fait même, moi, la première, qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Enfin, là, en ce moment, c'est normal, mais et tout ça, on est très sur des écrans, moi, je vois mon fils, les jeux vidéo, les trampolines park, pourquoi pas, hein, encore une fois, on peut s'amuser, tant mieux que ça existe, mais il y a quand même, à un moment donné, on est un peu aliéné, quoi. Voilà. C'est vrai que vous en filmez un de Trampoline Park à un moment, je me suis dit, tiens, on ne l'avait pas encore trop vu au cinéma, ce lieu-là. Ouais, j'en ai, ouais, parce que je trouve que c'est un concept, hein. Intéressons-nous maintenant au casting de votre long métrage. Comment vous l'avez composé? Est-ce que vous aviez déjà en tête Vincent Macaigne et Cécile de France notamment? Alors, en fait, j'écris pas en pensant à un acteur ou une actrice, parce qu'après, j'ai peur d'être déçue. Vincent Macaigne, il est arrivé très vite parce qu'il était une évidence. Il est drôle, touchant, poétique. Il a une fantaisie qui fait qu'on accepte, enfin moi je trouve, qu'on accepte qu'il vive avec une poupée et qu'on a envie qu'il se sorte de ça. Voilà. On se dit, ah ok, il vit avec une poupée, j'espère que ça va changer, mais bon, voilà, il n'y a pas il est pas glauque, à mon sens. Et puis, Zoé Marshall, elle a passé une audition. J'ai vu plein d'actrices formidables lors de cette audition, mais elle s'est imposée aussi comme une évidence. D'abord, on a une très grande connivence, elle et moi. Elle a un petit côté Adèle Exarchopoulos d'ailleurs. Moi, je la connaissais pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Adèle, c'est vraiment Adèle Exarchopoulos, c'est vraiment une de mes actrices préférées. Donc, peut-être, je suis attirée par ce genre de profil. Mais en effet, elle a ce franc-parler, en fait. Ce côté spontané, premier degré, une manière un peu cash, comme ça, de s'exprimer. Et moi, c'est exactement ce que je cherchais pour la poupée, en fait. Parce que je voulais pas qu'elle soit nunuche. Je voulais qu'elle soit pleine de bon sens et qu'elle se pose pas de questions. Enfin, si, elle se pose des questions, mais elle les sort, quoi. Ouais. Pas de filtre. Voilà. Et puis Cécile, elle pouvait pas. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées avec le personnage de Patricia. Et en fait, elle avait entendu parler du projet par Vincent. Donc, c'était miraculeux parce que quelques semaines, voire mois après, je me suis lancée, je lui ai écrit une lettre. Et elle a lu le scénario et elle a dit, je le fais. Trop sympa. Voilà. Trop bien, trop bien. Et à diriger, du coup, l'expérience de diriger des acteurs, surtout des acteurs aussi
déjà connu comme ça, implanté, c'était, il y avait de la difficulté. Vous êtes senti comment par rapport à ça? Non, parce qu'ils sont vraiment, d'abord, ils sont hyper sympas, on s'est vraiment bien entendu, c'était très joyeux. Je pense qu'on partage tous et toutes là, tous et toutes qui étaient là, la même sensibilité à un endroit. J'espère que je garderai, si je dois garder une chose de cette expérience, dont je suis fière, c'est que je me suis entourée de personnes avec qui je me sentais bien en termes de sensibilité, et puis leur lien à l'humour, etc. Donc ça s'est très bien passé et justement, j'arrêtais pas de me dire que heureusement quand même que j'ai pris des pointures parce que, enfin des gens qui sont très expérimentés et qui sont très doués parce que comme on est quand même pressé par le temps et que moi c'est ma première expérience, ça m'a énormément aidé. Hmm. Je veux dire, très vite, il faisait tout de suite ce qu'il fallait faire en fait, hein, il et elle. Donc ça, c'était génial, vraiment. Et en plus, j'avais donné comme directive d'apprendre le texte par cœur parce que je voulais qu'il et elle sortent le dialogue tel qu'il est écrit à la virgule près, parce que sans psychologie, de manière très directe. Et tout le monde a joué le jeu. Donc c'était super. Vincent a fait quelques petites... Un pro. voilà, mais non, pas trop, ça va. Non, non, ça va. Non, non, c'était super. Vraiment, super expérience. Voilà. Et alors la comédie, c'est un genre ô combien mis à l'écart et pourtant ô combien dur à réaliser. Il y a différents paramètres à prendre en compte, le rythme, les comédiens, le placement de la caméra. Un rien peut faire foirer une blague. Est-ce que vous avez donc fortement préparé le découpage du film en amont ou sinon comment vous avez travaillé? Mais alors, les dialogues étaient très précis. On a fait du découpage, mais oui, on a découpé. Après, moi, c'est ma première expérience, donc j'ai travaillé avec Yann Marito, le chef-op, et Nadège, mon assistante. On a fait pas mal de découpage. Et là, ça me paraît tout d'un coup, c'est un peu loin. Je ne sais pas si on dirait qu'on a fait beaucoup de découpage comparativement à d'autres. Ce que je sais, c'est que sur le rythme, ça s'est aussi beaucoup joué dans le jeu des acteurs et actrices et au montage. Hmm. J'ai travaillé avec Jean-François Elie et il a fait un montage. Enfin, il mettait tous les deux raccords sur pas hésiter à couper, garder le rythme, faire court, un peu efficace. Mais la comédie, ouais, ouais, c'est difficile. Et puis, ouais, c'est une histoire de rythme, de musicalité. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Après, faut aussi se dire que euh, on fait rire plein de gens et puis il y en a d'autres qu'on fait pas rire, quoi. Je pense qu'il faut Hmm. partir de là. Et du coup, il y a une espèce d'humilité qui s'installe. Enfin, moi, ça nous faisait rire, nous. C'était le but. Enfin, je sais pas, on était vraiment dans une chose simple. Ce que je veux dire, c'est que quand ça nous faisait pas rire, nous, bon, bah, on coupait. Quand ça nous faisait, voilà, je trouve qu'il y a une forme d'humilité dans la comédie. Bah c'est bien de l'avoir aussi, de la garder, je trouve, effectivement. La direction artistique, elle est particulièrement soignée aussi dans votre film, que ce soit les costumes et les décors. On sent que l'aspect visuel, il était important pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos différents choix, du coup, à ce sujet? Ouais, en fait, j'avais une prérogative. C'était ce que j'appelle la projection romantique, c'est-à-dire que j'avais envie que le spectateur et la spectatrice soient bien dans le décor, qu'ils se disent j'aimerais bien être là, j'aimerais bien être en train de prendre un verre à cet endroit-là, Ouais. ou Un truc cocooning, un peu. ouais, enfin qui fait du bien, qui donne envie d'être en été, Ouais. par exemple. Donc pour ça, j'avais envie de couleurs, que ce soit coloré, qu'il y ait des paysages forts avec des montagnes, des lacs. Ça donne envie un peu, ça nous sort un peu de notre réalité. Voilà. Et puis surtout, je voulais que ce paysage-là, en l'occurrence, il soit en contradiction aussi avec l'univers artificiel du gazon, mais aussi de la poupée, etc. Donc, qu'il y ait une nature assez présente quand même. Donc ça, c'était ça la direction. Mm. Et puis pour les costumes, ben pareil, je voulais quand même qu'il y ait une petite fantaisie, que ce soit joyeux et que ce soit un peu hors du temps. C'est pour ça que Rémi, ben ça c'était Charlotte Richard, la costumière, qui était très forte de propositions sur les costumes de Rémi. Et du coup, on a mis de la couleur, quoi, sans que ce soit vraiment. On voulait pas que ce soit vintage. Hein. C'était pas Mm. vraiment l'idée. Hein. C'était vraiment que ce soit coloré. Oui, oui, quand il arrive au bureau habillé en rouge, tout ça. Là, c'est quand il pète le game, quoi. Ouais, c'est ça, Là, il y a un petit moment ouais. d'euphorie. Oui,
J'ai une question, Sophie Beaulieu, qui me brûle quand même les lèvres. Est-ce que je vous la pose? Bah, allez-y, je verrai si j'ai Ouais. Vous ne donnez jamais la raison du réveil de la poupée. Chacune peut se faire son opinion. Moi, je vais vous exposer ce que j'ai compris. Vous allez me dire si j'ai raison ou tort. Mais j'ai l'impression que elle se réveille à l'arrivée d'un sentiment amoureux envers une personne qui réanime en fait notre personnage. Je pense à Patricia qui arrive dans la vie de Rémi, ou même Audrey donc qui arrive dans la vie de Domi en fin de film. Vous, c'est quoi votre position par rapport à cette question laissée sans réponse? Alors, d'abord, moi, je me suis dit, j'avais l'idée d'une poupée qui devient vivante et on l'achète pas, mais voilà, elle devient vivante parce que j'ai envie enfin qu'elle devienne vivante et qu'elle parle. Une sorte de nécessité, une pulsion de vie, une pulsion d'expression. Ça, c'était la première chose. Mais après, dans le cadre de la méthode et du scénario et de comment tout ça évolue, j'ai pensé que c'est un conte. Donc, ça va rejoindre ce que vous dites, c'est que c'est une sorte de fée, une fée féministe, qui serait que, en fait, elle devient vivante le jour où Rémi éprouve quelque chose et de nouveau capable d'une émotion envers quelqu'un d'autre, comme si il allait peut-être pouvoir rentrer en relation. Et c'est comme ça qu'elle devient vivante. Tout autour de lui prend vie et va le transformer, va le changer en mieux, parce que c'est lui d'ailleurs qui à un moment donné, il comprend presque tout seul, enfin, que c'est toute une histoire, tout un schéma qui doit changer, qu'Audrey doit prendre sa liberté. Finalement, il est aussi à l'initiative de ça, il n'y a pas qu'elle. Donc voilà, c'était ça l'idée, c'était vraiment une espèce de souffle de vie. D'ailleurs, quand elle prend vie, elle ne fait que respirer. Et le souffle de vie, c'était parce que Rémi se remettait en chemin vers la vie, la relation à l'autre. Voilà. Bon, ça va, vous validez ma théorie aussi alors. Ouais, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, je trouve intéressante, est-ce que c'est parce qu'elle est jalouse, elle devient vivante? Et ça, je me dis, ça, c'est bien qu'elle ait posé cette question parce que ça pourrait être attendu et c'est pas ce qui se passe. Oui, et Ouais. ça ne gêne pas non plus de ne pas savoir dans le long métrage. C'est ça qui est cool aussi, quoi. Tant mieux. Est-ce que vous avez été influencé par d'autres longs métrages donc dans la réalisation de ce premier film? J'ai vu que le cinéma des frères Farrelly, il vous inspirait beaucoup. Ouais. Ah oui, oui, parce que dans le cinéma des frères Farrelly, il y a parfois une espèce de proposition comme ça, irréelle, dans un univers réaliste. Donc voilà, c'est un peu, ça raconte quelque chose sur les humains, d'assez fort en général, et sur un état du monde aussi. Ensuite, bon, bah non, parce que je pense qu'il y a énormément d'influences, conscientes ou inconscientes. Euh, mais après, moi, je dis toujours ça, bon, à part Tati, mais sinon, je dis toujours que mes cinéastes préférés, moi, c'est pas tous des cinéastes qui font de la comédie. Donc, je sais pas trop à quel endroit j'ai été influencée, mais je pense que je- j'imagine que écrire et penser un film, c'est en fait, c'est le résultat d'avoir été une éponge. Et je pense que je suis une éponge à plein d'univers. Donc, tout- tout- tous les grands cinéastes qui font des films qui me parlent visuellement ou de la comédie qui me parlent intellectuellement. Ben, mais en fait, par exemple, enfin, je sais pas, par exemple, un de mes cinéastes préférés, c'est Bergman. Bon, ben voilà, c'est Mm. tellement éloigné. Je sais pas que on pourrait même pas enfin, j'ai aucune influence. C'est juste, mais euh, Non, je mais je trouve que capte, il faut faire des films, mais voir des films aussi, donc ça aide à faire des films. ouais, c'est ça, mais on en voit beaucoup. Et puis, je veux dire, je pense qu'il y a plein de cinéastes qui m'ont tellement ému que ça m'a donné envie de faire des films, mais jamais de me dire, j'espère que je serai comme eux un jour. Comment dire, je ferai comme eux. Ouais, ouais, Parce que ouais. j'ai pas Oui, cette oui, c'est. prétention. Et puis en plus, j'ai pas cette prétention. Et en plus, bah, je vois pas comment ce serait possible. Mais voilà. Donc, mais en tout cas, je crois que l'influence, elle est partout, quoi. Et puis elle est aussi dans les relations humaines que j'ai, en fait, dans les dialogues que j'entends, les situations, les lectures, enfin, elle est dans plein de choses, quoi. Voilà. Ouais.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet? Oui, je travaille sur 2 projets, dont un qui est relativement abouti déjà. Ok, 2 longs métrages du coup. Concept chelou d'une poupée qui devient vivante ou je sais pas quoi, mais j'ai une comédie aussi. Ok. Bon bah hâte de suivre ça aussi, hâte de voir votre prochain film. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question c'est la suivante. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou à la maison qui vous a marqué, que vous voudriez recommander? Alors vous m'avez dit que vous avez vu du cinéma américain dernièrement. Le dernier film que j'ai vu que je voudrais recommander. Oh là 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 là. Je dois dire que j'ai regardé pas mal de films qui avaient été au César, donc j'en ai vu des très beaux, mais non, je vais pas citer ceux-là, mais non, le dernier film que j'ai vu, c'est The Drama. Donc, je n'irai pas jusqu'à le recommander, mais enfin, je suis désolée de vous dire ça, mais en ce moment, je regarde des séries complètement débiles, à mon avis, écrites avec l'IA, justement. Ah ouais? C'est quoi comme série? Je ne vais pas les citer, mais et là, pour me distraire et pour être dans un endroit à l'opposé du mien, je regarde Euphoria, la dernière saison d'Euphoria. Donc, j'ai pas trop de films. Qu'est-ce que je pourrais recommander que je me suis dit, waouh, ouais, franchement, je dois dire que la dernière fois que je me suis dit, waouh, dingo, c'est quand j'ai vu The Brutalist. Donc, ça Ok. remonte. Mais en fait, Mais c'est parce que j'en ai mais parlé avec quelqu'un. on prend la recommandation aussi The Brutalist, hein, ça fait toujours plaisir. Bah ouais, et en fait, je vais pas spoiler le film, bien sûr, parce qu'il y en a des gens qui n'ont pas vu, mais on parlait, hier, on avait avec des gens un débat sur la dernière phrase du film, et ben moi, je suis d'accord avec cette dernière phrase du film. Voilà. Ah, je me rappelle plus, et du coup on va pas spoiler, mais je me rappelle plus, c'est quand ça se passe peut-être à un autre moment que le film, bah, que l'intrigue principale. C'est ça la dernière Comment? phrase? La dernière Comment? phrase. Bon, alors attendez, on spoil The Brutalist, 2 secondes. La dernière phrase du film, c'est ce qui se passe à Venise à la fin, c'est ça? Ouais, et elle a une phrase. Et alors c'est quoi? On a dit qu'on spoilait, on peut spoiler alors. Et la phrase, c'est pas tout à fait ça, hein, je paraphrase, Ouais. c'est que contrairement à ce qu'on dit, ce qui compte, c'est pas le chemin, c'est la destination. Voilà. Bah voilà, je suis d'accord. Finalement. On dit Eh ça ben pour se moi, elle rassurer. m'avait pas autant marqué qu'à vous, Aya. Bon, après, c'est toute l'histoire du film. Mais oui, oui. Non, et j'ai été moins impacté par le film, même si il y a quand même d'énormes qualités. C'est pour ça, c'est très cool que vous le recommandiez aussi. Et ceux qui l'ont pas encore vu, bah, allez le découvrir. Puisque, encore une fois, on a dit, il faut voir des films. Surtout si vous voulez en faire. Exactement. Et moi, maintenant que mon film est sorti, je vais pouvoir retourner au cinéma sans faire une panique attaque. Ça, c'est bien, on a un peu plus de temps. Même si vous êtes déjà sur d'autres projets qui arrivent là. Ouais, mais j'y suis pas encore. J'ai eu Ouais. le temps d'aller au cinéma Ah ouais. 2 millions de fois, là, je pense. Bon, parfait. Bah, merci pour le conseil en tout cas. Et plus que ce conseil, merci d'avoir accepté notre invitation, Sophie Beaulieu. On vous rappelle que La Poupée est toujours visible en salle et on vous encourage à aller le découvrir. Merci beaucoup. Merci pour tout. Can she be late for her cinema?